Salut tout le monde, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de PLB Club. On est parti comme d'habitude pour une petite heure d'émission sur la Première Ligue et la Bundesliga. À mes côtés aujourd'hui, Phil. Salut Phil. Salut Philippe. Salut Serge. Salut Phil. Tout va bien? Très bien. Nous sommes avec Mathieu Istas aussi pour cette émission aujourd'hui, journaliste Play Sport. Salut Mathieu, comment vas-tu? Salut Philippe, salut les gars, ça va très bien, merci. Semaine chargée quand même sur Play Sport. Semaine chargée aussi pour toi, je pense, hein, avec cette journée à mi-semaine. C'est du boulot, hein? Ah ben, c'est clair, hein, ça s'enchaîne. Hein. Serge était déjà au commentaire hier du match de Chelsea, avec une surprise d'ailleurs pour les Blues. Et puis on est reparti pour un tour jusqu'à vendredi ou Brentford, jusqu'à jeudi, pardon. Mais c'est vrai qu'il y a du foot tous les jours sur Play Sport, puisqu'on est en route jusqu'à dimanche. Il y aura mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est vrai qu'on a parfois tendance à s'y perdre tant les matchs sont nombreux, les gars. C'est vrai. On a du mal parfois aussi à tout suivre, même devant sa télé. Merci en tout cas de nous accorder un petit peu de ton temps précieux. C'est la 26e journée de Première Ligue, donc ici à mi-semaine. Elle a commencé ce mardi, elle se terminera donc jeudi. Et donc, on en parle dans 3 petites secondes. Mais tout de même, avant de parler des matchs de ce mardi, un mot quand même aussi sur les rencontres dont on a parlé mercredi dernier dans cette émission, et notamment le week-end dernier, la victoire de City à Liverpool. Une fin de match assez rocambolesque, vraiment. Mais surtout, la conclusion, c'est que City reste dans la course au titre et que Liverpool connaît quand même beaucoup de difficultés en 2026. Regardez le tableau. Bah oui, une seule victoire quand même depuis le début de l'année, alors qu'on pensait que les choses allaient tourner un petit peu mieux pour l'équipe d'Arne Slot, le retour de Salah, mais ça n'a pas. On a parlé de Wirtz, c'est des tickets, mais ça ne fonctionne pas comme il voudrait pour l'instant. Il y a vraiment des soucis. Il a dit d'ailleurs en interview que c'était sa pire saison depuis qu'il était entraîneur. C'est dire quand même qu'il y a un souci. Oui, et surtout la comparaison avec la saison dernière, Serge. Oui, il n'y a pas de comparaison possible. Hein. Là, Liverpool a tendance en plus à se faire battre comme ça maintenant dans le temps additionnel. C'était le cas à Bournemouth il y a quelques semaines, c'est le cas face à Manchester City. Alors qu'à 1-0, franchement, on pensait que l'affaire était jouée, un petit peu comme il avait fait face à Arsenal en début de saison. Bah, c'est bien la preuve que cette équipe de Liverpool est en pleine transformation, en plein changement. L'année passée, on était dans la continuité de Klopp. Là, évidemment, Slot va devoir mettre son empreinte sur une équipe qui doit aller se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Et ça ne va pas être facile. C'est ce que j'allais dire parce que Liverpool est à 6 points de la 4e place et à 5 points de la 5e qui pourrait être qualificative. On se souvient qu'ils avaient commencé la saison avec 5 victoires de suite. On avait dit à l'époque que c'était chaque fois avec des buts marqués dans les dernières minutes. C'est vrai. Et ça s'est complètement retourné. Maintenant, c'est eux qui encaissent très très souvent des buts dans les dernières minutes qui leur coûtent chaque fois des points. Liverpool qui joue ce mercredi à Sunderland, ce qui ne sera en principe pas facile. Bon, mercredi passé, on avait aussi parlé du match Manchester United face à Tottenham. Ce que l'on imaginait s'est produit, c'est-à-dire que United s'est imposé 2-0, 4e victoire d'affilée pour United depuis l'arrivée de Michael Carrick. Et donc, on s'attendait peut-être à une 5e. Mathieu, toi qui étais en plateau sur Play Sport pour ce match ce mardi, ça n'a pas été un grand match et pas de 5e victoire non plus pour United. Non, et pas de cheveux coupés pour le fameux Frankie Lett. C'est vrai, c'est vrai. Évidemment, on a peut-être même un peu trop parlé de Frankie Lett, mais c'est vrai que c'était probablement le match le moins abouti de la part des hommes de Carrick. Maintenant, West Ham est en forme aussi. C'est ça qui est surprenant parce qu'on avait tendance à enterrer cette équipe de West Ham il y a quelques semaines encore. Elle est en train de signer une série assez incroyable. On a même le sentiment que les Hammers pourraient se sauver. Mais pour revenir à Manchester United, ben oui, on a moins vu les grands noms aussi. Je pense notamment à Bruno Fernandes qui s'est fait un peu enrhumé par l'autre Fernandes de West Ham. Et puis finalement, il y a un petit point sur la fin grâce à Sesco, mais toujours ce brevet d'invincibilité. Je pense que voilà, il y a rien de mal fait non plus pour Manchester United qui est toujours en course pour une place en Ligue des Champions. Oui, tout à fait. Reste sur une bonne dynamique avec cette invincibilité depuis l'arrivée de Carrick. 13 points sur 15, c'est un bon total évidemment. Avec quand même des fins de match souvent mouvementées où United se montre quand même efficace. C'est la 3e fois qu'il marque vraiment en fin de match, en prenant des points. Alors c'est vrai que parfois dans le temps additionnel, ils ont pris des buts aussi. On va le voir sur l'infographie. Ça, c'est révélateur quand même, peut-être de l'esprit. C'est le retour du Fergie Time. C'est ça. C'est le Michael Time. Voilà, le tableau. Ben oui, quand même, pas mal.
C'est aussi dû au fait qu'en deuxième mi-temps, West Ham a eu en fin de match vraiment beaucoup d'occasions de tuer le match et n'ont pas réussi à conclure. C'est un peu miraculeux cette fois. Hein. Les autres fois, contre Fulham aussi, ça l'était. Peut-être un peu moins contre Arsenal. Ils ont mérité ce jour-là de gagner. C'était leur match le plus abouti. Je sais que vous n'allez pas être d'accord, Serge. Non, pas du tout. Non. Mais par contre, le but de Sesco est exceptionnel. Exceptionnel. Et c'est un bon point, parce que la manière dont West Ham a joué, avec la combativité, avec une équipe qui était soudée, qui a enfin trouvé un équilibre et qui veut aller sauver maintenant, franchement, je pense qu'il faut voir le côté positif du point pris comme ça, justement, dans les dernières secondes. Et tu as raison de souligner la qualité du but de Sesco. Quelle finesse, c'était sublime. C'est la deuxième fois dans le temps additionnel qu'il vient au secours de son équipe. Ce sera dans la liste, à mon avis, des buts de l'année, franchement. Il est incroyable. Splendide. Bon, Michael Carrick, vous allez l'entendre, il est assez d'accord avec vous. On écoute, il nous parle de ce ressenti après ce partage à West Ham. We weren't quite at our best. I think credit West Ham for that, a little bit of closing certain spaces up, but I think we can be better. The boys are a bit frustrated and disappointed probably with that, which is a really good sign for me. You know, and then finishing with a late goal when we've had to find one is a good moment and another positive for us to know that we can do that and we don't want to have to pull on it and use it too often. But I think in the grand scheme, I think as a point something where we can take and we kind of dust ourselves down a little bit, assess it, take these games over a 5-game period and to just have one draw in there, I think is a big positive. So mixed feelings really. Manchester United, qui ne joue pas ce week-end parce que c'est la FA Cup et United est éliminé de la FA Cup, a été éliminé par Brighton. Prochain match, ce sera Everton le 23 février. Donc ils ont le temps d'un peu, voilà, c'est encore progresser, s'acclimater avec leur nouvel entraîneur. Les résultats de ce mardi, parce qu'il y avait d'autres rencontres aussi, bien entendu. Les voici. Alors, tout d'abord, Chelsea-Leeds, tu étais au commentaire, Serge, c'était un bon match, ça? Match surprenant parce que Chelsea a archi dominé la rencontre en menant 2-0 pendant 67 minutes. Puis il y a eu un penalty un peu tombé de nulle part pour Leeds. Et puis un cafouillage dans le rectangle où Leeds a fait 2-2 5 minutes après. Et finalement, Leeds perd des points à domicile. C'est les premiers points perdus en plus par le senior. Ouais. Des points importants dans la lutte pour le top 4, top 5. La 5e place devrait être qualificative pour la Ligue des Champions. Donc c'est le premier couac finalement pour le nouveau coach en championnat. Petit couac, effectivement. Et un très bon point pour Leeds dans la lutte pour le maintien. Ouais, et Borno a joué, mais il est descendu. Borno a joué. Bon, il n'avait pas beaucoup joué ces dernières semaines. Là, il remplaçait Struijk qui était absent. Il a eu un match un peu compliqué, mais toute l'équipe était vraiment en difficulté. Le point est miraculeux pour Leeds, vraiment. Sinon, Everton-Bournemouth 1-2. Et alors, Tottenham-Newcastle 1-2. Et Thomas Frank viré ce matin. À la mi-temps, il paraît. À la mi-temps. J'ai vu les dirigeants avaient déjà décidé de le virer à la mi-temps. Okay. C'est ce que dit la presse anglaise. C'est ce que les dirigeants avaient décidé. Ils lui ont pas communiqué ça à la mi-temps. Non, ils ne l'ont pas communiqué à la mi-temps, effectivement. Mais la décision était déjà prise à la mi-temps et ça a été officialisé. C'est vrai que ce mercredi matin. Ça fait quand même quelques semaines qu'on se dit qu'il est en difficulté. C'est la Ligue des Champions qui l'a sauvé jusqu'à présent. Mais là, c'était tellement toxique hier au Tottenham Hotspur Stadium. Avec un public en plus qui a commencé à chanter le nom de Pochettino, ça devenait c'était tendu. Mathieu, oui, tu comprends cette décision. Ils sont 16e, Tottenham. Ils ont un parcours à domicile qui est absolument catastrophique. Bon, ils ont une excuse, ce sont les blessés quand même. On en a beaucoup parlé dans cette émission, évidemment, mais ça devenait compliqué, non ? À tout niveau, finalement. Et Serge parlait de Pochettino. C'est depuis le départ de Pochettino le 9e coach aussi, le 9e changement de coach. Je pense qu'il y a vraiment un problème structurel. Vous en avez déjà parlé ces dernières semaines avec le départ de Lévy. Aussi, on ne sait pas vraiment vers où va Tottenham. Et puis voilà, si on essaye de chercher des excuses pour Frank, on peut toujours en trouver. Il y avait l'absence de son capitaine Romero, suspendu. Maintenant, on sait que les relations étaient assez tendues. Aussi avec l'Argentin. Moi, ça me paraît tout à fait logique. 2 victoires en 17 matchs, il n'y a aucun entraîneur au monde qui peut poursuivre une aventure après un bilan comme celui-là. Voilà, bonne chance à Thomas Frank et puis bonne chance aussi pour trouver un coach qui est prêt à reprendre cette équipe maintenant. Attention Tottenham, 5 points d'avance sur la zone rouge. Il faudra encore une fois regarder vers le bas cette année. Ouais, tu as tout à fait raison et tu as tout à fait raison aussi en soulignant la succession d'entraîneurs qu'il y a eu là du côté de Tottenham. Là, on pense franchement qu'il y a un problème structurel. On ne va pas tous les citer. Mourinho, Conte, il s'est enfui de là. Ouais.
Et Mourinho qui avait été viré à 3 ou 4 jours d'une finale de Coupe de la Ligue. Ouais. Postecoglou, bon, Oui, qui est viré après une victoire, lui, en Europa League. une victoire, on a l'impression quand même que c'est un club qui tourne pas très rond depuis des années. Bah, 17e quand même la saison dernière, donc finalement les retrouver là, c'est pas surprenant parce que des transferts de l'été, il n'y en a pas vraiment un qui sort du lot, il n'y a pas vraiment de personnalité dans cette équipe. Mais des blessés. Kane, oui, évidemment, il y a énormément de blessés, il y a Kane qui est parti, il y a Son qui est parti, C'est donc vrai. les leaders ne sont plus là. Donc je ne sais pas comment cette équipe va s'en sortir. On parle de De Zerbi parce que lui vient de se faire virer un peu plus au sud, du côté de Marseille. Mais voilà, ça me paraît très Tout est possible compliqué. aujourd'hui. Tout est possible, oui. Et puis il y a ce gros derby face à Arsenal dans une dizaine de jours. Effectivement. Oui, tout à fait. Ce sera aussi le C'est derby le du premier nord de match de Londres. championnat, non C'est le prochain match de C'est le championnat. prochain. c'est face à Tottenham, Arsenal. Arsenal de jouer encore. Bien, bon, on verra l'avenir de Tottenham. On passe au programme des matchs à suivre sur Play Sport ce mercredi et donc ce jeudi avec Manchester City qui reçoit Fulham. Ok, en principe, ça devrait le faire pour les Citizens. Liverpool qui va à Sunderland, ça va pas être simple. Brentford, Arsenal, on en parle dans un instant. Et puis, on vous a mis aussi le match de mercredi prochain. On vous rappelle que donc ce week-end, c'est un week-end réservé à la FA Cup. Mais mercredi prochain, Arsenal se déplace à Wolverhampton. C'est un match qui a été avancé. Il devait avoir lieu, c'est un match de la 31e journée, mais lors de cette journée-là, eh bien, Arsenal joue la finale de la Coupe de la Ligue face à Manchester City, d'où le match programmé mercredi. Arsenal se déplace donc ce jeudi à Brentford. Mathieu, est-ce que c'est un match piège pour les Gunners ? Est-ce que tu imagines les Gunners avec quand même la forme qui est la leur à l'heure actuelle en difficulté à Brentford ? Moi, je dirais, attention quand même, pourquoi pas ? Parce que Brentford, c'est pas mauvais du tout. Je te suis totalement, Philippe, ça c'est clair. 39 points pour Brentford. On l'a encore vu le week-end dernier, la victoire face à Newcastle. C'est une équipe qui est en train de peut-être réaliser sa meilleure saison, tout bonnement en Première Ligue. Et puis comment ne pas parler de cette formation sans parler d'un gars qui est passé par chez nous et qui risque peut-être d'aller titiller Haaland. Finalement, il y a Igor Thiago. Très honnêtement, j'aurais jamais pensé que ce garçon-là allait pouvoir aller chercher des stats aussi impressionnantes. Ouais, alors tu as tout à fait raison. On va en parler de Thiago. On va juste rappeler que ils sont 7e. Brentford est 7e. Reste sur 2 victoires quand même. 0-1 à Aston Villa et 2-3 à Newcastle. 2 déplacements quand même difficiles. Et l'été dernier, ils ont quand même perdu Mbeumo, ils ont perdu Wissa, ils ont perdu Norgard. Il y a eu le changement d'entraîneur. Thomas Frank remplacé par Keith Andrews. Étonnant quand même, bravo, Ils sont bravo pour le plus résultat. loin, ils perdent David Raya, ils perdent Ivan Toney il y a 2 saisons, donc ça veut dire qu'il y a incroyable. une bonne structure dans le club et Ouais. un bon centre de formation, en tout cas de recrutement, pour avoir des joueurs Moi, je dirais recrutement. qui puissent remplacer effectivement. Et puis le travail qui a été fait pendant des années par Thomas Frank, avec notamment les données, les datas, ça porte ses fruits, ça continue à les porter. Et je pense que là, on a exactement le compte. C'est ça qui est très surprenant dans l'histoire de Thomas Frank, c'est qu'il est dans un club extrêmement bien structuré. Il part vers une aventure où il se rend compte que finalement, il est dans une structure qui n'existe quasiment plus. Voilà, c'est peut-être ça la solution au football, c'est d'avoir une structure qui aide le club à perdurer et faire des résultats. Moi, j'ai une porte de sortie pour Thomas Frank parce qu'il était T1 à Brentford et notre ami Keith Andrews était entraîneur des phases arrêtées. Moi, je propose qu'il retourne à Brentford pour faire les phases arrêtées. Non ? Vous savez qu'il y a des sports où ça se pratique. En NBA, c'est pas du tout rare de voir un premier coach devenir un assistant par la suite. Il n'y a aucun problème à faire ça. En foot, ça n'arrive jamais, je pense. Très rarement. Ce serait une grande première. Mathieu nous parlait de Igor Thiago. On va voir ses stats. Parce qu'effectivement, comme il le disait, ce gars-là, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il a marqué 17 buts. Donc, c'est le 2e buteur derrière Erling Haaland. Et Serge, toi qui connais bien le Brésil, tu confirmes, c'est désormais le Brésilien qui, en Première Ligue, a marqué le plus de buts en une saison. Effectivement, ce qui est quand même incroyable, parce qu'il y a quelques grands Brésiliens qui sont quand passés par là, des grands joueurs. Il y a Firmino, il y a Gabriel Jesus encore actif, il y a Cunha. Il est dans sa première vraie saison, parce que la saison dernière, il n'a quasiment pas joué, il était blessé. Il parvient déjà à être le meilleur buteur brésilien en une saison de l'histoire de la Première Ligue. C'est assez incroyable, effectivement. Ouais, on l'a connu au club de Bruges, évidemment. Tu disais que tu ne t'attendais pas du tout à
à ce qu'il fasse ça. Nous non plus. On se souvient de lui. On a vite vu qu'il y avait qu'il avait des qualités, mais pas à ce point-là, Mathieu. Ben non, et figurez-vous que Dédric Boyata, qui est régulièrement avec nous sur le plateau, l'a connu évidemment au club de Bruges. Et Dédric, avec la sympathie qu'il caractérise, avait tendance à minimiser aussi les petits déchets, les petits défauts techniques qui étaient les siens à l'époque. Mais ils ont beaucoup travaillé au club de Bruges aussi pour faire en sorte qu'il atteigne un niveau. On rappelle que c'est le transfert sortant le plus impressionnant et le plus cher de l'histoire du club de Bruges. Et à Bruges, on a énormément travaillé pour qu'il atteigne ce niveau-là. C'est vrai que il va probablement aller à la Coupe du Monde. Moi, j'en suis convaincu. Je le souhaite vraiment parce que ça fait partie des belles histoires aussi pour un garçon qui a pas mal galéré. Passé par Ludogorets en Bulgarie. C'est le genre de chemin de vie, de trajectoire de carrière que perso j'aime beaucoup. Et écoutez, moi, je suis pas certain qu'il va non plus rester très longtemps à Brentford, parce que quand on marque autant de buts, qu'est-ce qu'il peut encore faire de mieux finalement avec cette équipe? Aller chercher une qualification européenne et puis quoi? On fait quoi l'année prochaine quand on s'appelle Igor Thiago, qui n'a que, ça peut paraître surprenant, mais qui n'a que 24 ans. Oui, tu as raison. À mon avis, on va venir le chercher, c'est sûr. On va écouter Keith Andrews, le coach de Brentford. Que pense-t-il de Thiago? Tu as abordé la question d'une sélection éventuelle avec l'équipe nationale du Brésil. Il en parle aussi, d'ailleurs. Keith Andrews. It's been immense. The way he approaches training every day, you've got to get the reins on him to hold him back, because as you can imagine, he trains all out, which I don't always want on our own centre half. So it's he's just been so impressive, the way he's taken to the league, the way he's performed really, really consistently. I use Bournemouth as one example of his level of performance and how he's evolving his game. He didn't actually score in that game, but he was the basis for us winning the game. He's on an upward trajectory for sure, and he's just a joy to work with day to day. Yeah. Is it great to be working with strikers also with a World Cup kind of in view as well? Are you not in his ear being like, you can get in that World Cup team, you can be leading Brazil out as well? Not just strikers, all of them. It's just there, isn't it, the World Cup, and how they try and strive for that and get ready for the March window, and they have got something at the end of the season to really push for. But for Thiago with Brazil, it would be, we've spoken about it a lot. We've had Brazil coaches in, watching Thiago, meeting Thiago. I've been in contact with him, so he's well and truly on their radar. Il sera dans le groupe du Brésil à la Coupe. Il y a de la concurrence quand même. Il y a beaucoup de concurrence. Mais je voudrais quand même moins revenir sur cette capacité qu'a Brentford à aller chercher les attaquants. Ouais. Tony, Wissa, Mbeumo, aujourd'hui Thiago. Alors, soit l'air est moins pollué du côté de Brentford, c'est dans la banlieue, c'est un petit peu en dehors de Londres, soit ils ont une baraka totale, soit ils ont quand même un petit quelque chose pour aller chercher des attaquants, parce que les amener comme ça, aller les prendre dans des clubs modestes, du point de vue européen, on va dire Bruges, comme je crois que c'était Lorient pour Wissa ou Mbeumo, je ne sais plus, et pour les autres. Tony venait de la deuxième division, du Championship, donc ils ont quand même quelque chose d'assez important pour le faire, et je crois que les clubs qui commencent par B ont cette capacité. Brighton, Bournemouth et Brentford sont capables d'aller chercher comme ça Bruges, des joueurs et de les valoriser. Bruges, vous voyez. Pourquoi pas Birmingham après, j'en sais rien. Mais voilà. Tu parles de ça et tu as tout à fait raison. Et par rapport à ce que tu dis, la réflexion qui suit, elle s'inscrit dans tes propos, c'est Ouattara, qui vient donc de Bournemouth. En plus, le plus gros transfert de Brentford, qui a quand même investi sur ce joueur. Oui, ils avaient quand même touché pas mal d'argent, Brentford, avec les transferts de Wissa Mbeumo, mais ils sont allés chercher Ouattara. 43 millions, il a coûté, Ouattara. Alors, ces stats ne sont pas aussi brillantes, je vais dire, que celles d'Igor Thiago, mais quand même. Pour cette saison. quand même. Et il faut quand même rappeler qu'il a marqué le but récemment de la victoire à Aston Villa, et que le week-end dernier, face à Newcastle, il offre un magnifique assist et un super but au niveau de la finition. Ces stats, c'est bien. Oui, et pour avoir commenté le match, son travail défensif n'est certainement pas négligeable. Il n'a pas arrêté de faire des allers-retours sur son flanc. Donc, effectivement, c'est pas une révélation, parce qu'il a 100 matchs quand même en Première Ligue. 100e match. Voilà, c'est pas un joueur, on devrait dire, il a déjà 100 matchs. Non, il est passé un petit peu sous les radars, mais là, il est en train vraiment d'arriver à éclosion. Oui, et puis il y a le fait
quand même provoqué 4 pénaltys en une saison. C'est pas important. donné à n'importe quel joueur. C'est important. Ça veut dire qu'il est souvent dans le rectangle, qu'il est dangereux et qu'il provoque les défenseurs. Donc c'est sans doute sa meilleure saison statistique jusqu'à présent. Elle n'est pas finie, loin de là. Et comme c'est Thiago qui marque les pénaltys, il peut franchement remercier Ouattara d'aller les chercher. C'est un duo qui fonctionne bien. Il fallait aller le chercher quand même, Mathieu. Ah bon, ok, la Première Ligue, tout le monde en Première Ligue regarde les matchs de Première Ligue, mais il fallait quand même aller le chercher parce que ce n'était pas non plus l'un des attaquants qui a marqué. C'est pas l'un des attaquants qui a marqué la Première Ligue ces dernières saisons non plus. Non, mais c'est vrai qu'ils ont toujours l'art, je rejoins Serge par rapport à ce qu'il vient de dire, ils ont toujours l'art d'aller chercher des profils super intéressants qui peuvent performer à tout niveau. Et attention, les gars, le prochain attaquant de Brentford, moi je vous le dis carrément, et c'est Dedrick Boyata qui m'en dit le plus grand bien d'ailleurs, c'est Kyle Furo, le jeune brugeois qui a signé pour 10 millions. Il n'a pas encore joué cette année, mais on est en train de le préparer pour la saison prochaine. Oui, tu as raison, mais il était déjà à l'une ou l'autre reprise sur le banc. C'est un grand format avec beaucoup de qualité. Il n'a pas joué beaucoup non plus du côté du club de Bruges, mais il a le potentiel pour... Et si Dédric le dit, forcément, c'est que c'est juste. Donc, on va le suivre avec beaucoup d'attention dans les prochaines semaines et les prochains mois. Anecdote à propos de Ouattara. Il a été élu homme du match lors de la victoire à Newcastle. Apparemment, après le match, on n'a pas trouvé Ouattara. Ce qui veut dire que le journaliste qui devait lui remettre le trophée, eh bien, il a demandé à Vitaly Janelt de le lui donner. Voilà, ça donne cette petite séquence amusante. Well, he is the player of the match. Can I trust you to hand over the award, please? Of course I can. Thank you very much. Thank you. Well done. Well, you didn't give it. You didn't get the award. Dango. No chance. Who decides that? I thought he's going to say it's about time he got one. It's about time he got one. Yeah. But he doesn't know that. Come on, you got to give him the time. Come on. Voilà, ça c'est typique des vestiaires de foot. Voir des vestiaires des autres sports collectifs où on se charrie, etc. après une victoire, c'est sympa. Henderson était quand même un peu... Ah ouais, tu le ressens ça? Je pense que c'est l'humour britannique. Je crois pas. Mais ce qui est intéressant aussi, ça nous permet quand même de rappeler qu'il y a Henderson dans cette équipe. Bon, il joue pas tout le temps, mais il est quand même important sur le terrain et en dehors. Voilà, on le voit au niveau de l'encadrement, un petit peu peut-être comme un Xhaka du côté de Sunderland, même si Henderson joue moins. Oui, parce que le gros point fort de cette équipe de Brentford, c'est le collectif. Parce qu'il n'y a pas vraiment un joueur qui sort du lot. Oui, Thiago avec ses buts, on parle de Ouattara, mais c'est quand même une équipe qui a un collectif très très fort et tout le mérite en vient à Keith Andrews. Alors lui aussi, il profite évidemment du travail de Thomas Frank, mais il vient de nulle part. Il avait un petit peu bourlingué dans les divisions inférieures, mais là, se retrouver comme ça en première ligue et être cité de plus en plus par les spécialistes, les analystes, les journalistes comme l'entraîneur de l'année, alors qu'on a quand même Arteta qui pourrait être champion, on a Emery qui fait des miracles aussi du côté d'Aston Villa, mais c'est Keith Andrews qui revient le plus quand même pour le titre de manager de l'année, donc c'est assez incroyable, personne n'aurait pu y croire au mois d'août dernier. Non, c'est vrai, parcours assez exceptionnel. Donc de Brentford, Arsenal se déplace donc là-bas, ça va pas être simple, on verra, mais bon, voilà, Arsenal est quand même... je vais dire plus ou moins au top quand même de sa forme, équipe qui est en tête bien sûr, qui a été battue contre Manchester United. Bon là, on a commencé peut-être à un tout petit peu douter, mais ils se sont bien repris. Nouvelle victoire le week-end dernier, 3-0 face à Sunderland, victoire facile. Petite inquiétude quand même pour nous, Belges en tout cas, Trossard est sorti blessé aux ischios. Oui, c'est pour nous. Parce que cette année, il y a de quoi le remplacer. Il y a Martinelli, il y a Madueke éventuellement qui peut jouer là. Donc ça fait partie des pertes et des profits dans une saison. Et vous aisez à la limite, oui. Donc voilà, on espère que ce soit pas trop long l'absence pour lui. Mais pour Arsenal, il y a assez de monde pour le remplacer. Mais on fait quand même une petite parenthèse. Oui, Phil, c'est vrai que cette saison, c'est ce qui impressionne aussi à Arsenal, c'est le fait que chaque fois qu'il y a eu un souci de blessure ou d'absence, ils avaient quelqu'un qui montait sur le terrain et qui était tout à coup en vedette. On pense à Gabriel Jesus, ou à Gyökeres même, qui avait un début de saison difficile et qui maintenant explose. Saka est absent. Il y a pas mal de buts aussi sur les 2 derniers matchs. Bon, on dirait qu'il a enfin ces 2 équipes complètes qui peuvent se remplacer à tout moment. On fait une petite parenthèse quand même, puisqu'on parle de Trossard, petite parenthèse concernant les Diables Rouges, parce que ça fait quand même un petit temps qu'on se dit, ok, mais il y en a quand même beaucoup qui sont blessés là, depuis quelques semaines. Alors, alors on les a tous mis, tous les joueurs potentiellement sélectionnables. On a même mis Mike Trésor, qui ne joue quasiment jamais avec Burnley, mais qui a 2 sélections. Il y a des joueurs qui ne sont pas gravement blessés, qui vont revenir, etc. Mais globalement, est-ce qu'il faut s'inquiéter ?
Ça cumule ces dernières semaines quand C'est même. beaucoup, quand Cette même. semaine, il y en a encore 2 en plus quand même avec Sambi Lokonga et De Ketelaere qui s'est blessé à l'échauffement juste avant le match de lundi. Ça fait une longue liste et il y a des matchs qui viennent fin mars, début avril pour la trêve où ils vont se déplacer aux Amériques puisqu'ils vont jouer aux États-Unis et au Mexique. Il faudra quand même faire une équipe. Voyons le verre à moitié plein. Mieux vaut être blessé maintenant qu'au mois de mars. Oui, ça c'est vrai. Tu t'inquiètes, toi, Mathieu, pour les Diables ou pas? Ou tu dis, oh, la Coupe du Monde, c'est encore trop non, loin. mais c'est une question en fait que je pense que beaucoup de joueurs se posent aussi. Comment on fait justement pour garder son niveau en ayant la Coupe du Monde en tête et tous les joueurs de foot, évidemment, ils veulent participer à la Coupe du Monde. Et en même temps, on sait que quand on lève le pied, on a parfois plus de risques de se blesser. Donc, je trouve que c'est un équilibre à trouver, que ça ne doit pas être évident de garder justement cet équilibre d'un côté avec son club respectif et puis en toile de fond, cette éventuelle participation à la Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. On a reçu Arthur Théat et Timothy Castagne dans cette émission. Il disait la même chose. Il disait voilà, c'est quelque chose qu'on doit absolument occulter, sortir de sa tête, et voilà, parce que sinon, c'est dans ce genre de circonstances, quand on est un peu craintif, que finalement on se blesse le plus rapidement. On croise les doigts évidemment pour nos Diables Rouges, mais il y a quand même encore quelques mois avant la Coupe du Monde. Donc ne paniquons pas. Et puis je pense que des blessés, il y en a partout et dans toutes les sélections nationales. Bien, pour en revenir aux prestations des Gunners, on l'a dit, donc victoire 3-0 avec un Gyökeres qui est monté au jeu, grosso modo à une demi-heure de la fin, et qui a marqué 2 buts. Il est temps quand même, je trouve, qu'on en parle de Gyökeres un petit peu plus dans cette émission, parce que finalement, je pense qu'on n'en a pas énormément parlé. C'est quand même une réussite. Il a surtout été critiqué sur la première partie de saison. Là, c'est le meilleur buteur depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier. En Premier League, c'est le meilleur buteur. Il met 5 buts. Donc effectivement, il faut quand même rappeler que ça fait très 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 longtemps qu'Arsenal n'a plus ce type de joueur, un numéro 9 de surface qui se plante dans le rectangle et qui termine les actions sur une touche. Donc il fallait aussi le temps d'adaptation. Mais c'est encore un plus, évidemment, pour les Gunners. C'est vraiment, Mathieu, le profil dont Arsenal avait besoin. On le connaissait du côté du Sporting Lisbonne, où il avait empilé les buts, mais on s'était dit, lorsqu'il est arrivé, le championnat du Portugal, c'est pas la Première Ligue, c'est un gaillard costaud. Il prouve quand même qu'il a... le sens du but, on savait qu'il l'avait, qu'il a les qualités techniques. Et comme le disait Serge, il court derrière un profil pareil depuis pas mal de temps, les Gunners. C'est le chaînon manquant? Ouais, moi, je pense que oui, parce qu'il a aussi marqué énormément de buts face aux équipes, face aux promus. Et face à ces blocs bas, c'était justement chez nous manquant, comme tu disais, ces derniers temps. C'est aussi le garçon qui marque le plus depuis le 1er janvier dernier. La patience est enfin récompensée, parce que je pense qu'il en a pris un peu pour son grade aussi en première partie de saison. Mais moi, je vous rejoins totalement. C'est le gars qui peut faire la différence, qui peut faire sauter le verrou dans des situations délicate, quand on commence justement à se dire on va jamais y arriver. Oui, il y a toujours un genou, un tibia qui peut traîner, on s'appelle Gyökeres, et faire la différence. Exact. Allez, on va écouter Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, à propos de Gyökeres précisément. On l'écoute. I love his character, the way he approaches every single day, and the fact that he's so focused on the present, what he has to do, and he has a genuine will to help the team in whatever role he has. He came on in moments as well when the game probably was a little bit more open. Today he had more company as well, in and around him. Depend on the opponent, depend on the context. But for me, what really makes the difference is the consistency that he's shown every single day, to practice, to train, to understand better his teammates, his relationship, to speak up and demand the kind of movement, balls and deliveries that he wants as well. And then he needs to do what he's done today as well, really, really well. With Victor, when you look at him, very difficult to understand his emotion because he looks straight at you and you don't really know. But he doesn't seem too affected by whether they're really highs on the lows. And that's what we need, the stability. He's very demanding of himself. He's constantly trying to improve and that's really, really good. Voilà, une réussite en tout cas depuis quelques semaines, Gyökeres, qui est arrivé cette saison, mais dans un contexte quand même assez favorable, avec une équipe qui tourne bien, ce qui est toujours un avantage, mais bravo à lui quand même. Et puis, il y a quand même aussi le retour d'Havertz du côté d'Arsenal qui est important. Il a connu beaucoup de difficultés physiques la saison dernière, cette saison-ci. Là, il revient dans le coup et ses stats sont déjà pas mal pour quelqu'un qui a été blessé.
Oui, quelqu'un qui est très polyvalent. Il peut jouer comme neuf, il peut jouer un petit peu plus bas dans le jeu. D'ailleurs, Merino s'est blessé, Arsenal a pensé à un éventuel transfert. Ils se sont dit, bah non, on a Havertz. Il peut aussi occuper ce secteur-là. Donc, en principe, c'était lui et pas Merino. Hein. Oui, en plus, oui. Donc c'est quelque chose de très positif encore pour Arsenal. Hein. Ça confirme quand même leur capacité à aller au bout. Il y a déjà une finale de Coupe de la Ligue. Il y a les autres trophées à aller chercher. Donc tout ça, je pense que c'est ça reste un petit très peu positif. le piège qui peut les attendre. C'est le nombre de matchs qu'ils vont devoir jouer parce qu'ils sont dans toutes les compétitions et qu'ils vont les jouer à fond parce qu'ils se sentent sur une année où peut-être tout est possible. Ça, c'est peut-être le piège. Alors, il faudra éviter les blessures, évidemment, mais aussi la fatigue mentale. Et on rentre dans cette période où chaque fois, Arsenal a été un peu plus en difficulté. Mais je pense que ça sera un avantage cette année, de jouer tous les 3 jours. C'est possible. Ils n'auront pas le temps finalement de se poser des questions. Je suis d'accord avec toi. Ils peuvent jouer ensemble aussi. Je parlais de Havertz, puisqu'ils ont déjà été 2 fois titulaires ici récemment à Leeds et contre Kairat Almaty, en Ligue des Champions. On va voir le programme d'Arsenal dans un instant, mais tout d'abord encore une infographie. Parce qu'on s'est posé la question, où en sont les Gunners par rapport aux saisons précédentes? Les saisons précédentes, lorsqu'ils se sont classés 2e, et notamment aussi la fameuse saison 2003-2004, lorsque Arsenal a été équipe championne. À l'époque, après 25 matchs, ils avaient 61 points. Et puis, 57, 55, 53, 56, ils sont dans les temps. S'ils se font pas dribbler à la dernière minute. Mais je pense que Manchester City est moins costaud que lors de cette saison-là, Liverpool aussi, par rapport à la saison dernière. Donc voilà, il y a Arsenal, mais il y a les autres. Et je pense que dans la course au titre, c'est un petit peu moins fort cette saison. Ouais. Tu es d'accord avec ça, Mathieu? Arsenal, cette fois-ci, c'est la bonne? Écoutez, j'espère pour Serge. Bonne réflexion. Évidemment, pour les supporters des Gunners, ça serait mérité parce que voilà, ça doit être particulièrement long. Maintenant, si on peut avoir du suspense jusqu'à l'avant-dernière ou la dernière journée, moi je prends. J'ai pas d'action dans le club. Non. Donc, oui, je pense aussi, franchement. Bon, il y a encore maintenant le déplacement à Manchester City. Ce sera juste après la finale de la Coupe de la Ligue. Ils doivent aller à Chelsea encore. Donc voilà, il y a encore quelques pièges. Mais je pense que tout est installé pour que ce soit la bonne année. Voilà. Et au niveau du jeu, de la qualité, de la sérénité aussi, franchir les écueils. Ils doivent recevoir Chelsea, je corrige quand même. Ouais, mais ils vont à Tottenham, ils reçoivent Chelsea, ils vont un petit peu plus tard à Manchester City. Voilà, justement, on va regarder ensemble le programme de Tottenham parce que c'est important. Arsenal. J'ai dit Tottenham, moi. Oui. Arsenal, pardon, attention. Sacré lapsus. Sacré lapsus. Brentford, c'est ce jeudi. La FA Cup, ce week-end, c'est à domicile contre Wigan. Et puis le match dont on a parlé à Wolverhampton. Et puis les 2 derbies, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'après ça, s'il passe ça sans encombre... Oui, et puis à City, voilà, ne pas perdre à City. Et ce sera, à mon avis... plutôt bien lancé pour eux. Pour l'anecdote, à Brentford, ils avaient perdu le premier match de l'histoire de Brentford, c'était face à Arsenal en 2021, quand ils montent de Championship. Ils battent Arsenal, mais depuis, Arsenal a toujours été gagné là-bas. Voilà, ok, merci pour les stats. Merci à toi aussi, Mathieu. On va te laisser ici et te libérer, puisque effectivement, tu as un emploi du temps très chargé avec les journées mi-semaine, c'est toujours très chaud. Le week-end prochain sera donc un petit peu plus light pour vous, vu que c'est la FA Cup. Mais il y a la Bundesliga aussi sur PlaySport ce week-end. Tout à fait. On est reparti pour un tour et c'est toujours un plaisir de parler foot avec vous, les gars. Super. À bientôt, Mathieu. Merci. Bonne fin de semaine et bon week-end de boulot. Merci. Sympa, Mathieu. Voilà, et on passe maintenant à notre chapitre Bundesliga, tout simplement, puisque, il y aura championnat ce week-end sur PlaySport. Alors, on va commencer comme d'habitude avec le temps de jeu des Belges. Alors, on se le dit depuis plusieurs semaines et ça n'a pas changé ce week-end. C'est quand même un petit peu pauvre ce qui s'est passé au niveau des Belges en Bundesliga. Pas de but, pas d'assist, c'est normal parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui jouent. Oui, en plus, c'est pas forcément des attaquants non plus qui jouent, donc ça n'aide pas. C'est sûr, il y a du temps de jeu, il y a sans doute des bonnes prestations. Je pense à Sennelinen qui continue à s'affirmer à Brême. Bon, Brême ne va pas très bien, cela dit. Non, pas bien du tout.
théâtre, ça va aussi à Francfort, mais Francfort ne va pas très bien non plus. Non plus. Donc, c'est vrai que c'est difficile. La poisse, C'est les Belges pour ça. c'est pas ça que j'ai dit. Qui va bien en Bundesliga alors? Qui va bien? Le Bayern. Ouais, par exemple. Bien, ok, oui, bah, tu as raison de citer. Oui, Sambi descendu à la mi-temps lors de la victoire. Blessé. Blessé, oui. Alors, déchirure au ligament latéral de la cheville. Mais, Moins grave. moi, j'ai lu dans la presse, c'est moins grave que prévu. Mais ça quand fait même. quand même C'est quelques semaines quand même, ouais, Ça fait effectivement. quand même quelques semaines. Castro Montes aussi, avec Cologne, n'a pas joué contre Leipzig. L'affiche, évidemment, de ce week-end en Bundesliga, les affiches, c'est souvent avec le Bayern, quoique. Ici, le Bayern se déplace au Werder Brême, samedi à 15h30. Alors, une formalité ou pas pour le Bayern? Je dis ou pas parce que le Bayern a quand même connu pas mal de difficultés face aux petites équipes. On se souvient quand même récemment de la défaite contre Augsbourg. Qui répond en premier? Oui, bon, bah, c'est la seule solution pour avoir un tout petit peu de suspense dans le championnat. Si en plus il réussissait contre les petites équipes, il serait déjà quasiment champion. Parce qu'on approche quand même du dernier tiers de la compétition. Ils ont combien? 9 points encore d'avance? Non, 6, pardon. 6. Ils ont 6, mais s'ils avaient été battus par Hoffenheim, ils n'en avaient plus que 3 sur Dortmund. Et ils doivent encore aller bientôt à Dortmund. C'est pour ça que je dis qu'il reste un petit peu de suspense en Bundesliga grâce aux petites équipes. Alors espérons que Brême... Le choc psychologique avec le changement d'entraîneur. Avec des si, on refait l'histoire dans la Bavière. Tu as raison. Ils ont tout l'empire. Ils ont changé d'entraîneur du côté de Brême. Horst Steffen a été viré. On verra pourquoi dans un instant. On va d'abord parler du remplaçant. Daniel Thune, premier match pour Thune sur le banc du Werder. C'était le week-end dernier, défaite 0-1, ou plutôt 1-0. Non, 1-0 à Fribourg, pardon. Son profil, on va le découvrir ensemble, c'est un germano-sénégalais. Voilà. Pas vraiment de référence. Qui prend la parole? Ça va être dur. En tout cas, dans ce match-là, c'est quoi, 11 matchs maintenant sans victoire pour le Werder Brême en Bundesliga. Je ne pense pas que ce soit contre le Bayern que la courbe va être inversée. On espère pour lui, on lui souhaite bonne chance dans la suite. Après, pour lui, c'est que du bonus. Il vient des 3, 2 fois en D2. Il a fait quand même de longues saisons avec, j'ai oublié maintenant, Osnabrück. Osnabrück, que tout le monde connaît. Il ne peut qu'avoir de bonnes surprises avec. Il ne peut y avoir que de bonnes surprises avec lui dans le championnat, puisqu'il va tellement mal avec Werder pour l'instant. Donc ce dernier tiers de championnat, pour lui, c'est l'occasion de prouver quelque chose au niveau de la Bundesliga et pourquoi pas de confirmer son poste pour la saison prochaine. Il n'a rien à perdre. Il faut d'abord sauver le Werder. Oui, Il faut sauver le Werder qui est barragiste, mais c'est vrai que c'est quand même assez serré dans le bas du classement. Est-ce que ça aura un impact sur nos Belges qui sont là, c'est-à-dire Linen, Bangula et Deman? On verra. On va simplement signaler que le week-end dernier, Linen et Deman étaient titulaires et que Bangula est monté au jeu. En tout cas, effectivement, ce nouvel entraîneur, Thune, il reprend une équipe qui est vraiment malade. Comme tu le disais, Serge, 4 petits points pris en 11 matchs, 4 partages et 7 défaites. Alors, ils ont dégringolé de la 8e à la 16e place suite à cette dramatique série. Cela dit, le classement est assez serré, en fait, par le Bayern de loin devant. Mais dans le gros du classement, il y a plein d'équipes qui se tiennent en 4-5 points. Donc, 2 victoires peuvent complètement changer la position au classement. Il faut, pour lui, son rôle maintenant, c'est comme toujours, quand on reprend une équipe qui va mal, c'est reconstituer une défense efficace. Et à partir de là, parvenir à faire des résultats et prendre des points, des victoires en étant efficace offensivement. Ils ont sans doute le potentiel offensif, mais ce qui pêche un peu, c'est la défense. Il faut sortir de l'ornière et de cette spirale ultra négative. À un moment donné, les entraîneurs doivent presque être plus des psychologues que des entraîneurs de foot, vraiment. Mais on verra si ce changement d'entraîneur va apporter quelque chose au Werder. Le problème, comme vous le disiez, le problème, c'est que le Werder accueille le Bayern. Alors, le Bayern, on a parlé d'une mini-crise avec la défaite contre Augsbourg et le partage à Hambourg. Résultat, Hoffenheim a payé la note le week-end dernier. Victoire 5-1 du Bayern. Hoffenheim qui est quand même 3e et qui restait sur un parcours extraordinaire. On en a parlé la semaine dernière, de 35 points sur 42 et une seule petite défaite en 11 matchs. J'ai fait le match. Le Bayern a émergé,
mais a quand même bénéficié de circonstances favorables. Hein, Oui, l'exclusion assez tôt. Exclusion à la 17e, suivie d'un penalty, donc double sanction, et puis encore un penalty. Donc, et je dois quand même aussi signaler, après je vous céderai la parole, c'est qu'en première mi-temps, même en infériorité numérique, Hoffenheim s'est créé 2, 3 ou 4 occasions qui auraient pu être transformées. Hein. Donc c'est tout bon pour eux, ça veut dire que contre d'autres équipes, ils peuvent faire de meilleurs résultats et continuer. C'est une équipe qui a visiblement proposé du jeu offensif depuis le début de la saison. Au début, ça n'a pas très bien fonctionné. Là, ça a pris. La défaite au Bayern, c'est un petit accident de parcours. Ça remet absolument pas en question leur forme. Prématie, oui. Oui, et ils peuvent très bien envisager de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Un joueur était exceptionnel dans ce match. Honnêtement, moi, il y a longtemps que j'ai plus vu ça. C'est un joueur qui a tout fait, quasiment. C'était le jour de Diaz. Pardon ? C'était le jour de Diaz. C'était le jour de Diaz. Luis Diaz. Il provoque 2 pénaltys. Il provoque la carte rouge. Il marque 3 buts. Dans ce match, voici ses stats. C'est inarrêtable. Ouais. Dire que Liverpool pensait avoir fait une bonne affaire parce qu'il était un peu vieillissant, un peu moins performant, finalement, c'est le Bayern qui a fait une très bonne affaire. Ça, je crois. Dans certains médias, alors bon, ça vaut peut-être ce que ça vaut, il y en a qui ont mis 10 sur 10. Hein. Mais il a été, alors dans les espaces courts, avec le ballon, tac, 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 sous-estimé à Liverpool. Bon, il a quand même fait de très très bonnes saisons, mais il semblait un petit peu être moins performant. Oui. C'est ce qu'on pensait à Liverpool, mais voilà, je pense que le fait d'être au Bayern l'a évidemment relancé, l'a remotivé, et puis il est entouré de super joueurs, donc il en profite aussi. Ouais, et la vitesse avec laquelle il s'est adapté, parce que souvent quand des joueurs changent de pays, de club, de championnat, c'est pas évident. Lui, c'est plus facile d'aller de la Première Ligue vers la Bundesliga ou d'autres championnats que le contraire, à mon avis, quand même. Oui. Kane l'a fait aussi. Oui, c'est vrai. Mais comme par hasard, c'est le Bayern qui, à chaque fois, va les chercher pour les faire grandir encore. Hein. C'est assez impressionnant. Bon, au niveau offensif, il n'y a pas que lui. Hein, encore un club en B qui a un bon staff de recrutement. Les clubs en B, c'est vrai. Il n'y a pas que Diaz, évidemment, dans ce fameux trio offensif. Diaz, Kane, Olise. C'est évidemment presque impossible de faire mieux. Regardez leur stat, c'est vertigineux quand même. Hein. Ça laisse rêveur. Hein. N'importe quel club, quelle que soit sa division, rêve d'avoir 3 attaquants comme ça dans son effectif. Ça fait peur aussi quand on est adversaire. Quand on voit ces 3-là. Ils ont marqué combien 133 buts en 33 matchs. C'est-à-dire toute compétition confondue, c'est-à-dire une moyenne de 4 buts par match. Ça donne le vertige. Alors on va peut-être dire, oui, mais la Bundesliga n'a pas le niveau de la Liga ou de la Première Ligue. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Non, ça reste hors norme. Hors norme. Que ce soit en Bundesliga ou ailleurs, c'est hors norme. Ça fait presque 4 buts donc par match, plus ou moins. Oui, parce qu'ils ont cartonné en Ligue des Champions. Aussi, oui, voilà. Il faut y aller aussi pour mettre tous ces buts en Ligue des Champions. Donc, non, c'est une saison exceptionnelle. Si je vous dis que la saison dernière, ils ont été gagnés c'était la saison dernière 0-5 au Werder Brême, ça donne un petit peu quand même le ton de ce qui va se passer ce week-end. Si on prend les 3 derniers matchs, c'est 4-0 au Bayern, 3-0 et 0-5. Donc, voilà. Encore une fois, il y a toujours des pièges. Le seul piège pour eux, c'est eux-mêmes. Mais bien sûr, de prendre un peu trop quand on gagne, la grosse tête. Mais quand on gagne avec autant de buts, quand on joue plus de 50 matchs par saison, il y a bien 1 ou 2 matchs, on va un petit peu passer à travers. Et puis le vrai objectif, c'est la Ligue des Champions. Le championnat, ça ne devrait pas leur échapper. Mais le véritable point sur lequel on va juger l'équipe et compagnie, ce sera la Ligue des Champions. En Allemagne, je veux dire. Oui, dernière victoire en Ligue des Champions du Bayern 2020 face au Paris Saint-Germain. C'était l'époque du Covid. Bon, dans le trio dont on a parlé, il y a évidemment Harry Kane, mais il y a les 2 flancs aussi, donc Luis Diaz et Olise de l'autre. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ces 2-là ? Non, ça vous rappelle rien ? En termes, toi, tu connais oui. Au Bayern ? Oui. Oui. Les 2 flancs. Bien sûr. Ribéry-Robben. Oui. D'accord avec ça ? En tout cas, alors, ce ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est pas du tout le même joueur. Alors ici, sur la petite photo, les noms sont évidemment inversés. C'est fait exprès, c'est de l'humour. Hein, c'est pour faire la comparaison. Peut-être pas au niveau du profil, mais au niveau de l'efficacité.
Non? Ouais, Ça ouais. vous laisse... Non, aussi, c'est Voilà. une comparaison. Après, comparaison n'est pas raison. Non. Les époques sont différentes, même s'il y a quoi, il y a quoi, 15 ans maintenant de ce duo? Une bonne 10, dizaine 15 d'années, ans, certainement, ouais. ouais. Mais c'est vrai qu'ils avaient fait rêver le public aussi, comme ces deux-ci font rêver un petit peu le public de l'Allianz Arena à l'heure actuelle. Petite parenthèse par rapport à ça, Robben, quand on lui parle de comparaison avec les deux actuels, il dit non, il n'aime pas ça du tout. Il dit chaque joueur a son profil personnel, j'aime pas ce genre de comparaison. Bon, ben voilà. Ouais, Robben, c'était voilà, il y avait un profil quand même. Hein, c'était rentré avec son pied gauche vers l'intérieur et enroulé. Donc, Oui, mais ça, on le savait, on l'a su pendant des années, pourtant, et pourtant, ça marchait toujours. C'est ça qui est extraordinaire. Bon, un dernier mot sur le Bayern qui lutte évidemment sur tous les fronts. Le championnat, la Ligue des Champions et la Coupe, mais il y a aussi ces records à aller chercher. Ok, c'est peut-être plus anecdotique, mais malgré tout, on en a beaucoup parlé. Vu les derniers résultats, ça ne va pas être aussi évident que cela, notamment le record du nombre de points pris en une saison. Bayern n'a plus droit à l'erreur. Une défaite et hop, pas de record. Ils ont droit à un match nul. Hein, c'est ça. Un partage pour régaler le record. Ouais. Par contre, les buts, ça devrait le faire. Alors, les buts, les buts, ça devrait le faire. Le Bayern doit encore marquer 23 buts en 13 matchs. Ça devrait franchement le faire. Il battrait alors un record de 1971-1972, détenu par le Bayern lui-même, 101 buts. Le rythme actuel, en 13 matchs, il devrait marquer à peu près 48 buts. C'est ça. Donc, ça va aller. Ils vont exploser ce record. Par contre, battre le record de Lewandowski, voilà. Il est bien parti aussi, hein, quand même. Oui, mais il doit encore marquer 23 buts en 13 matchs. C'est faisable. Ça peut commencer ce week-end. Hein. Ça peut commencer ce week-end, peut-être. Donc voilà, on va suivre ça aussi. Je pense que Vincent Kompany aime les records. Est-ce qu'il n'avait pas battu un record avec Burnley aussi en Championship, le nombre de points? Je crois que vous allez dire le nombre de défaites en première ligue. Non, de records positifs. C'est possible. Positif, hein. C'est possible. Plus de 100 points. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, mais bon, ok, ça c'est presque, voilà, c'est un peu, c'est pas le plus important bien sûr du côté du Bayern, mais c'est amusant et on va suivre l'évolution encore du Bayern dès ce week-end, donc sur le terrain du Werder Brême. On arrive à la fin de cette émission et on doit rappeler quand même, parce que j'ai noté sur mon petit papier, c'est que le Bayern joue en coupe contre Leipzig. Mercredi soir, oui. Voilà, ce mercredi soir. Voici le programme des matchs allemands sur les sports. Dortmund, qui est deuxième, face à Mayence, c'est vendredi. Brême-Bayern, on en a parlé. Hambourg, face à l'Union Berlin, donc sans Sambi Lokanga. Stuttgart-Cologne avec toujours Aldakil qui est sur le banc, qui joue malheureusement pas. Et puis de l'autre côté, Castro Montes qui est blessé. Augsbourg-Heidenheim. Il n'est pas blessé, je pense. Castro Montes? Oui, il est sorti blessé. Oui. Je pense que il est blessé. Bah, peut-être il sera peut-être rétabli pour ce match-là. Augsbourg-Heidenheim et Leipzig-Wolfsburg pour terminer le week-end de Bundesliga sur les sports. Voilà, c'est terminé. Merci Serge, merci Phil. Je dois rappeler encore quand même, parce que c'est important, que cette émission est relayée tous les jeudis matins sur le site de Sudinfo. Vous pouvez aussi la suivre un petit peu plus tard sur notre page YouTube. Les réseaux sociaux, n'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre Facebook, X ou Instagram. Merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission et merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.